Ciao ragazzi, bienvenue à Buonasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen 2 fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission. Bonsoir à tous, bienvenue dans Buonasera Calcio. Ce soir, on va encore partager notre avis sur le football et en particulier sur la Champions League parce que nous sortons donc de 2 soirées extraordinaires de Champions League. Bon, ok, extraordinaire, je suis un petit peu optimiste. C'était pas Jojo ces 2 journées de Champions League. Il y a eu des matchs intéressants. J'en ai sélectionné 2-3, mais effectivement, c'était pas Jojo. Moi, j'ai pas trouvé ça foufou. Je sais pas pour vous, mais bon. Au JCRM, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir à tous ceux qui sont là et qui se sont pas encore manifestés. N'hésitez surtout pas à participer, avec grand plaisir. J'ai mis 3 sujets. Alors ce soir, c'est débrief de Ligue des Champions. J'ai mis le premier sujet, c'est Milan hors jeu. Le deuxième, c'est Galatasaray si près. Et enfin, le troisième, c'est le miracle lensois. Mais on peut aborder d'autres sujets. John, bonsoir, salut, comment ça va ? Merci d'être là. Pipovici, ça fait plaisir de te voir. Salut, merci pour le maillot qui est magnifique. Ah bah, si dans ces jours-là, on les supporte pas, on les supporte jamais. Donc voilà, on a pris une rouste hier, c'est pas très grave. Un supporter, hein, c'est pour la vie, c'est pas juste pour un match. Voilà. Et Teddy Rock, salut à tous. Franchement, ça fait très très plaisir que tu sois là. Merci beaucoup, c'est la première fois que tu es avec nous et c'est vraiment un plaisir. On va commencer par le premier sujet. Alors, plus globalement, ça va être le groupe F en général, qui est quand même haletant parce que il s'est passé plein de choses, pas seulement à Paris, mais aussi à Newcastle. Donc c'est intéressant. Mais je voulais faire un petit peu un débrief de ce Paris Saint-Germain-Milan qui intéressait tout le monde, moi à premier titre, mais aussi tous les gens qui sont dans les commentaires. Il y en a beaucoup qui sont partie prenante, d'après ce que je vois. Donc c'est vrai que Milan est arrivé à Paris. Au lendemain, enfin pas au lendemain, mais quelques jours après une défaite pas très très glorieuse contre la Juve, et il est arrivé avec un milieu de terrain un petit peu amputé. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que Loftus-Cheek n'est pas là, il est blessé et il amène depuis le début de saison vraiment, il transfigure le milieu de terrain du Milan, et un Krunic qui revient, qui a fait une première rentrée contre la Juve. C'était un parti pris de Pioli, je pense, pour une question d'expérience de ce niveau-là, de mettre Krunic plutôt que Adli. Moi, je pense qu'Adli avait plus de rythme. D'ailleurs, quand il est rentré, j'ai eu l'impression que c'était un petit peu mieux. Krunic a fait un début de match vraiment pénible. Donc voilà. Ça, c'était du côté du Milan qui se présentait. Ils avaient fait aussi un choix à droite de pas mettre Calabria, mais de mettre Kaloulou. Donc c'était voilà, il y avait des choix marqués sur la composition de Pioli, avec devant toujours le même trio. Malheureusement, Chukwueze étant blessé et Okafor étant blessé, effectivement, il y avait Pulisic, Giroud et Leao. Donc ça, c'était du côté du Milan. Au JCRM qui dit « Moi, j'ai rien vu du PSG Milan quand j'ai fini le stream monstrueux que j'écoutais, il y avait déjà 2-0 pour Paris. Du coup, j'ai regardé le multi sur beIN Sport. » T'as bien raison, franchement. C'était mieux au JCRM. Si t'avais fait pareil que moi, t'aurais eu mal aux yeux à la fin de la soirée. Non, mais bon. Donc effectivement, de l'autre côté, Paris arrivait alors avec une composition beaucoup moins, on va dire, prétentieuse qu'à Newcastle. D'accord, c'était le post Newcastle, donc il fallait réagir pour Paris, et avec 3 milieux de terrain et pas 2 et pas 4 milieux offensifs et pas 4 offensifs. Donc dans une disposition c'était bizarre d'ailleurs, c'était assez marrant. Dans la soirée, j'ai vu transformer ce milieu en 3-5-2, enfin de Paris, la composition de Paris quand ils avaient la balle. Très souvent, Mbappé repiquait dans l'axe et Kolo Muani essayait d'amener un surnombre dans le milieu de terrain. Je ne sais pas si vous avez remarqué. À la base, ils partent en 4-3-3. Si on prend le schéma de jeu de départ du Paris Saint-Germain, avec le milieu à 3 ORN, Zaïre Emery, Ugarte et Vitinha.
qui a fait, franchement, les trois ont fait un super match, et vraiment mention très très spéciale à Zahir Emery, qui a fait un match incroyable, honnêtement. C'est, je pense, le meilleur joueur du match, hein, même s'il n'a pas marqué. Donc voilà, vraiment. Et puis derrière, effectivement, il y avait Hernandez, Skriniar, Marquinhos, et puis Hakimi, mais il y avait très souvent soit Hernandez qui montait dans le milieu, soit Hakimi qui montait dans le milieu, et il se retrouvait très souvent à 3. Mais à la base, effectivement, c'était soit un 3-4-3, soit un 3-5-2, très souvent quand ils avaient la balle. Donc c'était plutôt pas mal, parce que là où ils avaient vraiment pris l'eau contre Newcastle, et on en avait parlé avec ce milieu à 2 qui s'était fait rétamer par le milieu à 5 de Newcastle, bah en fait, Luis Enrique a contré ça en demandant à Kolo Muani de ramener du surnombre dans le milieu de terrain, hein, vu que Milan était à 3, et en l'occurrence, de temps en temps, il passait même à 5, avec un latéral en plus qui montait. Donc voilà, donc c'était plutôt pas mal, je trouve, tactiquement. Pipovici ont fait un bon pressing, etc. Mbappé décoince le match pour le PSG. Si Paris ont pas Mbappé hier, je pense pas que le PSG gagne. Mbappé a vraiment de l'influence sur cette équipe, ouais, ça c'est clair. Je pense personnellement que c'est le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle, mais le problème aussi, c'est que Mbappé, par exemple, on a vu comment Manchester City ou le Bayern réussit à l'éteindre. C'est avec des prises à 2. Et hier soir, Pioli avait décidé, de façon vraiment, on va dire, là, c'était pas juste une vue de l'esprit, décider de défendre en individuel contre Mbappé, contre Dembélé et contre Kolo Muani. On a vu d'ailleurs des défenseurs, à un moment, j'en parlais cet après-midi avec un ami, des défenseurs traverser complètement le terrain, Théo Hernandez, pour suivre Dembélé de l'autre côté du terrain. Parce que on était mode Giroud, alors je sais pas si vous avez connu, vous, qui êtes dans les commentaires, mais mode Giroud, début des années 90, où Auxerre, son AJ Auxerre, ne jouait absolument pas la zone, mais jouait l'individuel. Donc ça veut dire que tu suis ton joueur n'importe où. Et ça, honnêtement, j'avais pas vu ça depuis, mais alors très 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 longtemps au niveau tactique, surtout sur des joueurs qui font des différences incroyables en 1 contre 1, comme Dembélé, hein, et on l'a vu, 2 minutes 50, carton jaune pour Thio, et là, ton plan de défendre en individuel, quand ton défenseur, au bout de 2 minutes 50, prend un carton jaune, et qu'au bout de 7 minutes, tu as, je crois, Tomori qui reprend un carton jaune, ça veut dire que tu as 50% de ta défense qui, en 7 minutes, a pris un carton jaune, ça veut dire que là, tu es sur des œufs jusqu'à la fin du match, et c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, on l'a vu, sur l'intervention de Mbappé, c'est Tomori qui est là, et il n'ose pas monter au contact, parce qu'il se dit, si je rate le ballon, c'est rouge. Ou penalty, bon, encore penalty, c'est pas très grave, mais en tous les cas, c'est rouge. Donc c'est un peu ça qui est complexe. Au JCRM, par contre, Dembélé a encore fait un match dégueu, à ce que j'ai pu lire. Cristalline de... Je sais pas. John. Après, comme discuté ce matin, c'est vraiment des exploits individuels, des fulgurances. Mais j'avoue, les 2 cartons jaunes dans 7 minutes, c'est chaud. Oui. Après, aussi, je veux dire, on est en Ligue des Champions. Et c'est ça aussi, moi, que je veux reprocher au Milan. C'est que j'en ai parlé lundi. Pour moi, ce Milan a une limite mentale, on va dire, pour l'instant. Techniquement, intrinsèquement, si tu mets l'équipe type, c'est-à-dire avec Benacer et Loftus-Cheek au milieu du terrain, plus Reinders, plus effectivement Leao, Giroud et Pulisic, et derrière l'équipe type aussi Théo Hernandez, Calabria, Thio, Tomori avec Maignan dans les buts, pour moi, on n'a pas grand-chose à envier au Paris Saint-Germain, excepté effectivement Mbappé, dont tu parlais, Pipovici, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais on n'a pas grand-chose à envier. Oui, je pense que Mbappé est supérieur à Leao, mais c'est pas non plus, il n'y a pas une galaxie d'écart entre Leao et Mbappé quand Leao est dans un bon jour. Pas comme hier soir. Mais le problème, en revanche, c'est que cette équipe, avec effectivement Loftus-Cheek, Reinders, et puis Pulisic, etc., qui se sont intégrés à l'équipe, en fait, ils n'ont pas encore de vécu de grandes victoires contre des grands clubs. Et on a rencontré 3 grosses équipes depuis le début de saison, pour moi, parce que je compte pas les clubs romains, en l'occurrence, avec la Juve, l'Inter et Paris Saint-Germain. Et les 3 fois, on s'est trouvé. Donc voilà, en plus, les absences
n'ont pas aidé, mais ça ne change pas que pour l'instant, ils ont une limite, on va dire, morale, mentale, et je pense sincèrement que le match contre Paris, le match retour contre Paris sera vraiment décisif, et ça peut être d'ailleurs une catastrophe, parce que là, dimanche, c'est Naples, et si Milan perd contre Naples, on peut enchaîner une spirale infernale pour Milan, avec défaite contre la Juve, défaite contre Paris, défaite contre Naples, et puis tu re-rencontres Paris après derrière. Et là, ça peut être le coup de massue. Et puis, ça peut dire aussi au revoir à Pioli assez rapidement. Je vais faire un petit tour dans les commentaires. John Hernandez était dépassé, je trouve aussi. Peut-être que je me trompe, mais je trouve qu'il subissait beaucoup. Oui, tout à fait, tout le monde subissait. Après, Calabria l'a bien expliqué à la fin du match. Il expliquait que, en fait, ils n'arrivaient pas à trouver leur équilibre, parce que c'est pas du tout comme ça qu'ils jouent d'habitude. Et le fait d'avoir voulu défendre en 1 contre 1 a complètement perturbé le bloc, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de devoir dézoner à ce point-là, en fait. Ce qui fait que personne ne se sentait à l'aise, en fait, dans ce système. Je pense que, franchement, Pioli est pour beaucoup dans la défaite contre le Paris Saint-Germain, même si on va y revenir sur les bons points du Paris Saint-Germain. Pipovici, pourtant, Leao a mangé direct Hakimi. Ouais, tout à fait, mais en fait, le problème, c'est effectivement, déjà d'une, t'as tout à fait raison, c'était brouillon derrière. Il a fait une différence, et moi, je me suis dit, oula, c'est bien parti. Et en fait, derrière, eux, ils ont pas fait du 1 contre 1. Eux, ils étaient en permanence en prise à 2 contre Leao. Alors, il est passé 1 ou 2 fois, mais comme c'était bien comblé dans l'axe et que il n'arrivait pas à toucher les attaquants, parce que Giroud manque vraiment de plus en plus de mobilité, et Pulisic n'était pas dans un grand jour non plus, en fait, effectivement, ça a été compliqué. Et puis, nos milieux de terrain, tu avais l'impression, moi, toute la soirée, je me suis dit, mais en fait, le terrain, il est trop grand pour eux. C'est pas possible, le terrain du Paris Saint-Germain, il est plus grand que celui de San Siro. J'avais l'impression qu'ils étaient perdus au milieu du terrain. Donc, voilà, moi, je pense qu'ils se sont pas mis au niveau, surtout. Paris, c'est contre Brest, à Brest, le match entre les deux, ouais. Et au JCRM, par contre, dans ce groupe, tout le monde prédisait un enfer à Dortmund qui font fermer beaucoup de bouches. C'est vrai, alors peut-être pas un enfer, mais t'as raison, et merci de parler du groupe au JCRM. Le groupe, en fait, il est pas du tout mort. Il est pas du tout mort pour personne. Alors bon, c'est sûr que Milan est moins bien parti que Paris, d'accord ? Parce que pour l'instant, il y a 6-4-4-2. Donc c'est vrai que personne n'est éliminé, parce que heureusement, c'est Dortmund qui a gagné hier pour le Milan, mais même un peu pour le suspense global. Comme c'est Dortmund qui a gagné hier, d'ailleurs, c'était un exploit, et ils ont quand même subi énormément sur la fin du match. Moi, j'ai regardé la fin du match, parce que sur la fin du match, je dois vous avouer que j'ai un peu zapouillé parce que ça piquait les yeux. Mais ils ont subi énormément sur la fin du match. Et c'est vrai que même après 3 matchs, Milan a 2 points, n'est qu'à 4 points de la première place et à 2 points seulement des 2 et 3e. Donc voilà, tout est possible encore. Il faut bien sûr impérativement que Milan fasse un très gros résultat contre Paris, et c'est quasi une victoire qu'il faut faire pour revenir dans le game. Et ensuite, ils auront leur destin entre leurs mains contre Newcastle et contre Dortmund. Mais c'est très compliqué. Il faudrait que Milan se transfigure, parce que les deux premiers matchs, c'est dominé, mais c'est pas gagné. Et puis le premier gros que tu rencontres, c'est bisous 3-0, et 3-0, ça fait mal à la tête. Et surtout, toujours pas de but marqué, quoi. En fait, c'est surtout ça. C'est même pas un, quoi. Donc ça commence à faire gamberger. Voilà. Mais bon. Du côté de Paris, il y a quand même des très bonnes satisfactions. Effectivement, tu as tout à fait raison. Dembélé, il a été dans 2 coups, dont un but qu'il ne marque pas finalement, mais quand même, il a été quand même décisif. Mais c'est vrai que l'ensemble de son match n'a pas été fantastique, très honnêtement. Warren Zaïre-Emery, absolument incroyable. Vraiment, physiquement, il a résisté énormément à des charges de Théo Hernandez, qui est quand même quelqu'un qui est très puissant. Franchement, c'était vraiment impressionnant. Vitinha, je trouve, a fait un très très bon match. Ugarte n'a fait que combler, mais il l'a bien fait, mais il n'a pas été génial dans le jeu. Et puis après, en défense, Hakimi, moi je l'ai trouvé quand même très solide face à Leao. Et effectivement, Hernandez, lui, il n'a pas eu grand-chose à faire à Pulisic, parce qu'en fait, Pulisic, on l'a quasi pas trouvé, à part sur la petite période de domination, les 20 dernières minutes du match. Mais en tous les cas, c'est vraiment... c'était très poussif du Milan. Après, Paris, est-ce qu'on peut considérer que Paris a fait un grand match hier ?
J'ai pas l'impression. Je pense surtout qu'ils ont rencontré une petite équipe. Paris commence gentiment à appréhender son jeu. Mais bon, Luis Enrique, étant donné qu'il change un petit peu fréquemment quand même son système de jeu, j'espère qu'il va se baser là-dessus, sur cette espèce d'hybride 4-3-3, 3-5-2, 3-4-3. Parce que je pense que c'est au milieu du terrain que Paris doit gagner. Toutes les grandes équipes gagnent au milieu du terrain. Et effectivement, je pense que c'est là-dessus qu'ils doivent se baser. Maintenant, j'ai pas non plus trouvé que Paris avait une maîtrise incroyable pendant le match. Oui, Milan était à côté de la plaque, mais j'ai pas vu vraiment quelque chose d'incroyable de la part du Paris Saint-Germain. Je me suis pas dit ah oui, ça y est, là on sent la maîtrise et tout. Non, parce que même une équipe souffretante un petit peu comme Milan, de temps en temps l'a mis en difficulté et sur des périodes assez longues. Pas juste une action et puis c'est tout. C'était des fois 10 minutes de domination complète du Milan et Paris n'arrivait pas à remettre la main sur le ballon. Donc c'était pas terrible. Milan était nul, il faut quand même le dire. Le match global dans la Gazzetta aujourd'hui a été noté à 4,5. Je pense franchement qu'ils ont été généreux. Vraiment. Je pense vraiment que ça pouvait être bien pire que ça. Et c'est voilà, je pense que Paris a profité de ça, mais pour l'instant j'ai pas été impressionné par Paris. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. OJCRM qui dit le Milan PSG, hâte de voir l'accueil de Donnarumma qui va être conspu à chaque ballon. Oui, ça va être incroyable. Mais l'annonce de son nom, je serai dans le stade. Je pense que ça va être un moment magique du football mondial. Donc voilà, je suis content d'être là. Après le pauvre, mais bon, voilà, fallait faire des choix logiques. Et Milan qui a joué avec un 11 sans Italien, j'ai vu passer ça aujourd'hui. Oui. Alors c'est pas la première fois de l'histoire du Milan, mais en revanche c'est la première fois de l'histoire du Milan en Coupe d'Europe que Milan joue sans un Italien. Alors bon, Calabria est rentré en cours de match, mais voilà. Ça c'est l'effet Decreto Criscito, vous le savez, c'est la réduction des charges sociales sur les joueurs n'ayant pas travaillé en Italie sur ces 5 dernières années. Donc forcément, ça favorise les transferts des joueurs étrangers. C'est d'ailleurs un des problèmes de la sélection italienne. Il faut savoir que c'est un décret qui va être abrogé là en 2023 et d'ailleurs il y a plusieurs clubs dont Milan qui vont avoir des dépenses bien supérieures à ce qu'elles pensaient en charges sociales sur des contrats long terme. Donc ça risque d'avoir une influence sur le mercato d'été de l'année prochaine, sur comment est-ce qu'ils vont dégraisser, parce que, alors il n'y a pas que Milan, mais tous les clubs comme la Roma par exemple qui recrutent des Temi Abraham, des joueurs comme ça, en fait ils les recrutent parce que, pas Dybala parce que c'est un mauvais exemple, il joue en Italie, mais ils les recrutent parce qu'ils coûtent moins cher qu'un joueur italien qui a joué en Italie. Donc voilà. Mais ça va changer et c'est pas mal. Ça va piquer au début, mais c'est pas mal. Pipovici, pareil, aucun complexe face à ce PSG, malgré le score très flatteur pour eux. On a eu un Mike Maignan vraiment pas dans un bon jour aussi. Je suis d'accord et pas d'accord, parce que en l'occurrence Pipovici, Mike Maignan, il fait quand même 2 très gros arrêts face à Mbappé. Après c'est vrai que sur le premier but, Mbappé il fait sa spéciale, il croise, il ferme son pied. Maignan il est pas très il est pas très mobile là-dessus. Et puis après, ses sorties et son jeu au pied était pas exceptionnel, ça c'est vrai. Mais en revanche, il fait un arrêt là, main gauche, qui détourne sur le poteau, et puis une frappe sur un angle fermé, quand même, c'était pas mal. Puis après, je trouve sur le deuxième but, moi j'ai l'impression qu'il peut pas faire grand chose. Il intervient, mais il peut pas la capter, elle est trop forte, donc ça revient dans les pieds, ses buts, bref. Voilà. Ah oui, d'ailleurs, finalement, il n'y a pas eu but, mais bon, en tous les cas, sur celui-là, moi, je lui en veux pas. Teddy qui nous dit « Le milieu de terrain parisien était perfectible à l'image du début de match de Vitinha ». Oui, c'est vrai, clairement. Moi, encore une fois, je pense sincèrement, tu as raison, Teddy, c'était bien, c'était très bien. Zahir Emery était très au-dessus de tout le monde. Maintenant, effectivement, je pense toujours, et je le pense sincèrement, que le milieu de terrain Bennacer, Loftus-Cheek, Reinders est au-dessus de Zahir Emery, Vitinha, Ugarte. C'est juste qu'hier, c'était pas ce milieu de terrain qu'on avait, et Reinders était plutôt en dessous de tout. L'organisation tactique a été complètement perturbée par Pioli, donc c'était pas, ils étaient pas dans un meilleur truc.
La vente de Tonali, meilleur coup de Milan par contre. Oui, mais apparemment, Newcastle veut attaquer Milan. Hein. Peut-être qu'ils pensent que Milan le savait quand ils l'ont transféré. Ça, c'est possible, mais je pense pas que Milan le savait. Hein. Voilà, mais en tous les cas, ils veulent les attaquer. Donc voilà. Et là, ça y est, c'est 10 mois ferme. Hein. Ça y est, c'est fini. Plus de saison terminée. C'était dans son dernier match hier, je crois. Donc voilà. Au JCRM, le tifo du PSG, t'en as pensé quoi ? Belmondo qui tire en direction des supporters du Milan. Au JCRM, trop beau ce tifo. Ouais, c'était pas mal. Écoute, c'est peur sur la ville. Moi, je trouve ça intéressant. Voilà. Je trouve ça toujours marrant quand ça chambre autour d'un tifo. Moi, j'aime bien. Ça fait partie de l'esprit ultra. Je trouve ça sympa. J'aime bien quand ça s'allume bien, quoi. C'est drôle. Tant que ça reste à ça, hein, de la chambre. Au JCRM, il n'y a pas une équipe qui fait office de favori après ces matchs allés. Par contre, clairement, même le champion en titre, Manchester City, n'est pas impressionnant. Ils ont vraiment un groupe très très faible, et pourtant, ils m'ont pas impressionné. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et d'ailleurs, ça va nous faire notre transition, mais je ne sais pas si vous avez regardé D'ailleurs, j'en avais parlé, hein, je vous avais dit Galatasaray-Bayern, ça risque d'être un super match. Et effectivement, si le Bayern comme toujours, oui. Alors justement, on va en parler parce que donc ce match contre Galatasaray, franchement, et c'est pour ça que j'ai mis Galatasaray si près parce que franchement, je suis triste pour eux parce qu'ils ont fait un match héroïque. C'était fantastique ce qu'ils ont fait. Ils ont dominé le Bayern comme jamais. Le Bayern s'est fait bouger en première mi-temps, mais comme très rarement, je l'ai vu se faire bouger. Hein. C'est dommage qu'on n'ait pas des supporters du Bayern dans les commentaires ce soir. Mais c'est très très rare que le Bayern se fasse bouger comme ça. Un nombre d'occasions complètement incroyable. Alors Ulreich, c'était un peu le chant du cygne, hein, parce qu'il y a Neuer qui revient et a priori qui va reprendre sa place. Mais je trouve que Ulreich, sur la fin de son intérim, on va dire, il a fait de super matchs. Et là, le match hier contre le Bayern, si le Bayern s'en sort avec ce score très flatteur dans l'autre sens de 3-1, c'est vraiment en grande partie grâce à la première mi-temps de Sven Ulreich, hein, parce que honnêtement, ils peuvent en prendre 4, 5, enfin c'est peut-être pas 5, mais au moins 3, 4 dans la première mi-temps. Alors après, on sait, mais cette équipe, hein, avec les Zaha, avec Icardi, avec Mertens, ils ont vraiment une équipe très 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 équilibrée, avec de très très bons joueurs, Turkoglu par exemple, de très bons joueurs turcs. Honnêtement, je pense qu'elle va faire mal, parce que ok, elle a perdu contre le Bayern, mais elle les a bougés. Au match retour, ça va être compliqué d'aller gagner à l'Allianz, mais les deux autres équipes, enfin en l'occurrence, oui, Manchester et Copenhague, ils ont, je pense que, moi je vois bien le Galatasaray sortir de ce groupe. Hein. Et après, advienne que pourra, hein, s'ils ont un bon tirage, on ne sait jamais. Au JCRM, dégoûté pour Galatasaray, tu regardes le match sans savoir le score, tu peux pas imaginer que le Bayern gagne 3-1, c'est vrai. Après, je pense que physiquement, ils ont baissé à un moment donné, il y a quand même eu en deuxième période une très grosse baisse physique, et le Bayern a commencé à mettre le pied sur le ballon, et là, après, ça a déroulé un petit peu, et puis Harry Kane, c'est quand même un peu le facteur X de ce Bayern qui n'a pas l'habitude de se faire dominer comme ça, mais qui a été absolument ultra réaliste. Et ça, c'est, je trouve pas une nouveauté, mais c'est quand même quelque chose de nouveau pour le Bayern, que ce Bayern sache se faire dominer et gagne quand même ce genre de match. Et ça, c'est souvent... Alors bon, Manchester City, ce que je disais tout à l'heure, enfin oui, j'en parlais avec un ami, mais Manchester City, c'est pas le bon exemple. Mais très souvent, ces derniers temps, les équipes qui gagnent la Ligue des Champions, c'est quand même des équipes qui savent faire le dos rond et marquer, même quand ils doivent perdre le match. Donc voilà, alors, bien sûr, confère le Real de 2022, bien entendu. Mais au-delà de ça, Liverpool aussi avait cette capacité quand il gagne la Ligue des Champions, etc. Donc voilà. Alors, Pipovici qui nous dit le public qui poussait avec les joueurs qui allaient presser le Bayern, c'était top. Ouais, bon, en plus le public de Galatasaray, hein, ça c'est vraiment top, hein, c'est clair. Et un mot quand même sur le but stratosphérique de Xavi Simons hier soir, sa frappe est un régal, absolument. On n'en voit plus beaucoup des buts pareils, ça manque. C'est vrai. On en voit de temps en temps en Bundesliga. Et d'ailleurs, j'en ai vu un très très beau. Attends, de qui là, je me souviens plus.
ce week-end, il y a eu un but de l'espace, pareil en Bundesliga, une frappe je crois que c'est Leipzig. Et je me suis dit, ça doit être les ballons, c'est pas possible en fait. Et voilà. Et puis il y a cette frappe de Xavi Simons qui me fait peut-être dire l'inverse. Mais je pense que les ballons, ils sont pour quelque chose, parce que dans les années 2000 ou 90, on avait quand même beaucoup plus de frappasses de mules comme ça. Et je pense que les ballons, ils sont pour quelque chose. Les frappes étaient beaucoup plus lourdes à l'époque. Maintenant, ça volette un peu, ça vole, c'est assez. Mais bon, bref. Voilà. Quand tu la prends bien et qu'elle part bien, c'est clair que ça fait ficelle. Et ça, c'est vrai que c'est un superbe but, absolument. Voilà, en tous les cas, pour Galatasaray, c'est dommage, mais c'est très encourageant. Et je pense quand même qu'ils vont faire une bonne campagne. Moi, je garde mon billet dessus sur ils sortent des poules et potentiellement ils peuvent faire un quart. Ils peuvent faire une petite surprise. Donc voilà. Voilà un petit peu pour Galatasaray. Il y a eu des très beaux matchs hier. Il y a eu franchement le Séville Arsenal. On en avait parlé. Il était haletant. Franchement, il était très intéressant. Il y a eu des beaux buts aussi. Et c'était très équilibré. C'était pas si déséquilibré ce qu'on pouvait penser, avec un Séville qui est quand même un petit peu en difficulté en ce moment. Donc voilà, il y a eu le retournement de situation du FC Porto aussi qui était intéressant, avec leurs joueurs qui rentrent en cours de match, ils sont menés 1-0, bam, ils marquent un triplé. Puis en plus un triplé très très bien, voilà, un but de près, un but de loin et un lob. Donc un super beau, c'est Evan Nilsson, je crois, c'est ça le nom de ce joueur. Donc voilà. Et puis le Celtic, alors je vois dans les commentaires, mais le Celtic Atlético, les deux japonais hyper forts. Le Celtic, je l'ai écrit comment avant? Oui, le Celtici. C'est un concept. C'est pas grave. Tu sais, c'est un peu un beau gueule, tu mets les lettres dans le désordre et puis à la fin ça. Mais oui, donc le Celtic a fait un super début de match, mais alors vraiment, eux, c'est un peu comme Galatasaray, mais c'était pire en fait. Panne d'essence, vraiment. Mais alors là, panne d'essence physique à un moment donné, sur la fin du match, là, quand je zappais parce que je pleurais du sang à regarder Milan-Paris, Paris et Milan, eux, alors carrément, ils n'arrivaient plus à mettre un pied devant l'autre, et ce qui fait que même à 10 contre 11, l'Atlético a réussi à rester dans le match et aurait même pu gagner le match à un moment donné alors qu'ils étaient menés et donc a réduit à 10. Donc voilà, ouais, ils ont vraiment eu physiquement une très très grosse, un très gros drop. Je vais terminer, sauf si vous voulez qu'on discute d'autre chose, mais je vais terminer avec le miracle lensois qui se prolonge, parce que moi je considère que le match nul contre le PSV, ça prolonge le miracle lensois, parce que c'était vraiment pas gagné, surtout qu'en plus ils étaient menés, c'était vraiment pas gagné après un exploit aussi retentissant que celui qu'ils avaient fait contre Arsenal, de rester motivé, de rester concentré et de faire une prestation correcte et engagée et sérieuse contre un adversaire soi-disant moins huppé que les deux autres. Donc très honnêtement, vraiment très 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 moi surpris et vraiment je souligne je sais pas comment Franck Hez va terminer sa carrière d'entraîneur. Franchement, je ne sais pas. Mais pour moi, de très très loin, à l'heure actuelle, c'est le meilleur entraîneur français. Et je le mets très largement devant des entraîneurs comme, je sais pas, Zinedine Zidane ou Didier Deschamps. C'est un entraîneur qui, avec une équipe avec des moyens limités, fait des choses absolument incroyables. Donc voilà, pour moi, Franck Hez, je suis pas sûr que si tu mets Zinedine Zidane entraîneur de Lens, il arrive à faire quelque chose. J'en suis pas sûr. Vraiment pas. Et Didier Deschamps, c'est à peu près la même chose. En tous les cas, pas de cette manière. Parce que Franck Hez, en plus, son équipe, elle est enthousiasmante. Elle joue vraiment super bien. Et oui, grave. Absolument, JCRM, t'as raison. Franck Hez pour remplacer Pioli, est-ce que tu prends? Oui, je prends. Même si, franchement, je veux pas brûler Pioli. C'est pas... Pioli, il a fait des choses extraordinaires. Des fois, il tente des trucs. Il n'a pas une équipe de Fiori class, il a une équipe de jeunes, il tente des trucs, et des fois ça passe, des fois ça passe pas. Très souvent, il a fait des surprises absolument incroyables, donc moi je ne jette pas la pierre. L'important c'est qu'il essaie de se réinventer.
Là, je l'attends en revanche au match retour contre le Paris Saint-Germain. Je veux voir ce qu'il va faire. Mais Pioli, pour moi, c'est pas le seul responsable de la défaite. Enfin, il est responsable, mais ça veut pas dire que c'est un mauvais entraîneur. C'est un très bon entraîneur, surtout de jeunes joueurs comme ça. Dans le projet milanais, il est très important. Maintenant, voilà. Et là, il s'est raté. Bah, il s'est raté. Maintenant, je l'attends là contre le Napoli et je l'attends contre Paris. On va voir. C'est là qu'on va voir si Pioli reste un bon entraîneur avec le mojo ou pas. Incroyable lance, je me suis régalé devant ma TV. Wai, quel joueur, et toute l'équipe avec un public de dingue après le 1. Ouais, c'était cool. Et puis le but de Wai, il est encore chaud à mettre. Hein. Franchement, t'as tout à fait raison. Teddy Rock, c'est un entraîneur moins superstar avec des joueurs qui le sont tout autant. Ouais, absolument. Moi, perso, je garde Pioli. Tout le monde lui tombe dessus, mais c'est le meilleur entraîneur de Milan, ratio points, mieux que tous. Oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il a fait des choses absolument incroyables avec le Milan. Qui aurait dit que l'année dernière, on serait demi-finaliste et qu'on allait détruire le Napoli? Qui aurait dit qu'on allait pouvoir être champion d'Italie en 2022? Non, enfin les matchs absolument incroyables qu'il a préparé, des coups tactiques de fou contre l'Inter. Alors ces derniers temps, ça marche plus contre l'Inter, mais ça change pas que ça a beaucoup marché, qu'on était premier du championnat jusqu'à la semaine dernière. Donc voilà, moi je peux pas me dire je brûle Pioli. Non, Pioli c'est un bon entraîneur. Maintenant, là, il a du potentiel et il faut qu'il le transforme. Il faut qu'il réussisse à donner confiance à ces joueurs, en fait, à ces jeunes joueurs. Parce que là, en fait, il n'arrive pas à leur donner confiance qu'ils peuvent rivaliser contre les très grandes équipes. Donc là, c'est la petite limite que je vois. Mais voilà. Pipovici, Conte qui a refusé Naples et Naples qui va mieux. Oui, c'est vrai, ça va mieux. C'est pas ouf, mais ça va mieux. C'est vrai. Je suis d'accord avec toi, ça va mieux. On verra là dimanche. Hein. Dimanche, Naples-Milan. C'est là qu'on va voir qui va mieux, qui va pas mieux, qui va tomber dans le trou, qui va rester un peu avec la tête à la surface de l'eau. On verra bien. Donc, voilà. En tous les cas, c'est passionnant. Enfin voilà, en tous les cas, je voulais souligner Francaise, il va avoir beaucoup de prétendants, je pense. J'espère bien parce que franchement, c'est vraiment un super entraîneur. Honnêtement, voilà. Moi, et puis toujours les interventions justes, toujours un regard juste sur son travail, sur l'implication qu'il met, etc. Des équipes qui ont des vraies idées de jeu et tout. Alors, la limite, c'est peut-être les stars. Hein. Le jour où il aura des stars, peut-être qu'il n'y arrivera plus, c'est possible. Hein. Il y a des joueurs, il y a des entraîneurs comme ça, style Unai Emery par exemple, qui est un excellent entraîneur, mais dès qu'il va dans un club un peu plus huppé, ça marche pas. Donc ça, c'est peut-être la limite de Francaise, mais je trouve qu'il a du charisme et que donc, je m'inquiète pas trop pour sa gestion des stars. Oui, mais est-ce que Hez, il ferait pas comme Galtier? Ah, alors Galtier, dès le début, tu voyais que c'était quand même un entraîneur très limité tactiquement. Il n'y a aucune de ces équipes qui a joué super bien. Un petit peu Lille, mais c'était quand même pas football champagne. Francaise, honnêtement, son lance, même quand tu lui retires des joueurs majeurs, ça continue à bien jouer au football. C'est-à-dire, il a une vraie idée de jeu, tu vois, Francaise. Et ça plaît surtout aux grands joueurs, en fait. Alors que Galtier, il est très restrictif dans son jeu. Tu vois, quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain, c'était vraiment très très chiant. Son Saint-Étienne était très très chiant aussi. Et son Lille, qui est champion de France, est pragmatique, mais on peut pas dire que ce soit le football champagne. Donc je sais pas. C'est pas la même chose, je trouve, Francaise. Et puis surtout, je trouve qu'il a beaucoup plus de prestance et de charisme, et surtout de pédagogie que Galtier. Galtier, il est beaucoup dans le conflit avec le monde médiatique, etc. Francaise, il est beaucoup dans l'explication. Tu vois, il l'explique et il ne se cache absolument jamais derrière ah bah oui, mais s'il n'y avait pas eu un carton jaune, etc. à la Rudy Garcia. C'est voilà, il affronte les problèmes, etc. Et franchement, c'est non, moi je suis vraiment fan. Au JCRM qui nous dit sinon les clubs italiens c'est pas ouf pour le moment. Non, en fait ça a été 2 victoires et là le lendemain 2 défaites. Donc bon, on verra. Oui, la Lazio ils se sont fait fesser contre Feyenoord. Feyenoord c'est Feyenoord quoi. Je veux dire c'est une bonne équipe Feyenoord. Mais enfin, quand même, c'est normalement c'est chapeau 5 ou 6 européens. Donc en théorie, la Lazio devrait pouvoir, voilà. Mais la Lazio quand même, de façon, on va dire, c'est ultra régulier. La Lazio en Coupe d'Europe, c'est quand même une déception.
Voilà. Généralement, quand même, quand la Lazio est en Coupe d'Europe, quand elle est en Champions, voilà, t'es quand même quasi sûr que tu vas être déçu. Alors l'année dernière était une exception pour, pour la Lazio, parce que donc ils sont arrivés en demi-finale, mais c'était vraiment une exception, quoi. Donc voilà. Toujours le Feyenoord de Lazio, oui, on célèbre la diversité avec le Feyenoord de Lazio. C'est ça le but. Donc voilà. Sarri en même temps, c'est comme Galtier lui aussi. Ouais, je sais pas, son Naples, il jouait bien quand même, hein. Je pense qu'il a pas du tout le même matos qu'à Naples, peut-être pas non plus les trucs. Moi, de temps en temps, je suis enchanté par le jeu de la Lazio, hein. Je le dis fréquemment, j'adore ce jeu électrique que la Lazio a pu avoir, par exemple l'année dernière avec Sarri. Moi, je trouve que la Lazio a fait une super saison l'année dernière. Voilà, mais je sais pas, il n'y a pas de continuité. Et puis en Europe, tu as l'impression que ça l'emmerde de jouer l'Europe. Il cherche à avoir l'Europe toute l'année. On dirait un entraîneur français, Sarri. Il cherche l'Europe toute l'année et puis quand il y est, il est pas content parce que ça lui prend de l'énergie pour le championnat. Enfin, je sais pas moi. Bref, c'est un problème ça quand même. Donc voilà. Donc je sais pas. Avec leur recrutement, je les voyais bien, la Lazio. Ouais, alors bon, ils ont quand même Kamada, super joueur, c'est vrai, mais bon, Milinkovic-Savic, il est parti, quoi. Donc ça, c'est embêtant. C'était quand même dans le très haut niveau, Milinkovic-Savic, il te manque, quoi. Sa stature, sa technicité, sa vision du jeu, sa frappe, son sens du but. Tout ça, ils l'ont pas remplacé, hein. Ils ont des bons joueurs, mais voilà. Ouais, et puis Immobilier, bon, là, ça y est, c'est DLC dépassé, t'as tout à fait raison. Pipovici, là, c'est terminé. Vraiment, il faut passer à autre chose, quoi. Puis le problème, c'est que c'est le capitaine et tout, donc tu t'es obligé de jouer avec. Enfin bref, c'est compliqué. Moi, je trouve Immobilier, c'est un attaquant, malheureusement, enfin, il n'est pas dans la bonne décennie. Immobilier, il aurait dû être attaquant dans les années 90, quoi, mais pas en 2023. C'est pas un numéro 9 de 2023, Immobilier. Il participe à rien. Enfin bref, ouais. Enfin voilà, quoi. Oui, pour les clubs italiens, ça a l'air d'être moins bien parti que l'année dernière. Mais bon, on sait-on jamais. L'histoire, elle se raconte au mois de février, au mois de mars. L'histoire, elle se raconte pas au mois d'octobre. Jamais. Bon, je vais pas dire ça à mes supporters parisiens qui sont dans les commentaires, hein, parce que les histoires racontées au mois de septembre, octobre, novembre, on sait bien que c'est pas les histoires du mois de février, mars, avril, mai. C'est là que ça se gagne. Donc, les clubs italiens, ils peuvent être mal maintenant. Ça, c'est pas très grave. Tant qu'ils sortent des poules et qu'ils sont là au mois de février, mars. Là, on saura comment est le football italien. Pour l'instant, j'ai absolument aucun avis sur la qualité du football italien. Moi, ce que je vois, c'est que le championnat est enthousiasmant et que les 3-4 grands clubs qui lead le championnat italien sont de bon niveau. Maintenant, en Coupe d'Europe, pour l'instant, ça se voit pas. C'est pas grave. L'important, c'est de sortir des poules. On verra bien à ce moment-là. On verra. C'est à ce moment-là qu'on paye les musiciens, comme dirait l'expression concernant les balles. Donc voilà. Sinon, lundi, il y a le Ballon d'Or. Bah ouais. J'ai aucune hype dit au JCRM. Messi qui va l'avoir, quelle honte. Ouais, je sais pas. J'ai pas d'avis. J'ai jamais eu d'avis sur les prix individuels dans un sport collectif comme le football. Donc voilà, je suis pas du tout intéressé. Ça m'intéresse pas. Ça m'a jamais intéressé. La plupart du temps, ça tape à côté. C'est très très rare que tu aies un ballon d'or où tu te dises ah oui vraiment nanana. Parce que j'ai peut-être une vision erronée du foot ou pas assez FIFA. Je sais pas. Mais enfin FIFA le jeu je parle, mais moi souvent pour moi les meilleurs joueurs, par exemple pour moi le meilleur joueur de la saison dernière c'est Rodri. Donc oui Rodri il aura jamais de Ballon d'Or et pourtant c'est lui le meilleur joueur du monde l'année dernière je pense. Si on s'assied tous ensemble et qu'on se dit c'est qui le meilleur joueur du monde l'année dernière, je pense que c'est Rodri et puis il aura jamais de Ballon d'Or. Mais pourtant, tu peux pas discuter le fait que Rodri est le meilleur joueur du monde de l'année dernière. Donc, voilà. Enfin, je pense pas. Hein. S'il y a quelqu'un qui vient m'expliquer autre chose, c'est qu'on voit pas le même sport. On comprend pas le foot de la même manière. Ce qui se passe pour Haaland n'existe pas sans Rodri, en fait. Donc, si quelqu'un pense que Haaland peut avoir le Ballon d'Or, moi, je sais pas quoi dire, en fait. Je sais pas quoi dire. donc voilà. Mais Pipovici, Inter et Naples sont bien partis quand même. Oui, c'est vrai, c'est pas mal quand même. C'est pas super maîtrisé, hein. A priori, le match de l'Inter, j'ai pas vu en entier, mais il est pas super maîtrisé. Mais bon, en tous les cas, il marque des points, quoi. Et Rodri, oui, je suis d'accord, il est décisif à tous les matchs, à enjeu l'an passé déjà d'une, et puis même l'impression qu'il y a sur le jeu, quoi. Rodri, tout passe par lui, hein.
Le Classico, le Derby du United et l'Olympico, effectivement, et Milan-Naples. Donc voilà, tout ça, ça fait beaucoup, ça fait énormément. Ça va être génial, ouais. Le Classico, le vrai Classico, en Espagne, le Derby de United, enfin le Derby de Manchester, je suppose, c'est ça que tu veux dire, et l'Olympico entre l'OL et l'OM. Donc ça va être sympa, plus un Milan-Naples, très 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 gros week-end de foot. Et bonne nouvelle, on change d'heure, donc on gagne une heure de sommeil. Donc vous allez pouvoir tranquillement prolonger un petit peu vos soirées football, revoir des matchs et tout, parce que vous avez plus de temps pour vous reposer, donc voilà, n'hésitez pas. Pipoviti qui nous dit Real, ils vont taper le Barça. Je pense, en tous les cas, ce serait dans l'air du temps, c'est-à-dire que le Real a beaucoup plus de maîtrise sur ses matchs et sur ses victoires que le Barça. Moi, j'ai pas été encore convaincu une seule fois par une victoire du Barça depuis le début de saison. Donc voilà, effectivement. Plus le début du ski, j'ai trop hâte. Tu parles le ski à la télé ou le ski en vrai? Parce que pour le ski en vrai, je suis d'accord avec toi, j'ai trop hâte. Et là, je commence déjà à m'échauffer. Mais pour le ski à la télé, ça, en revanche, j'avoue, j'ai plus de mal. Donc voilà. Bref. Écoutez, tu regardes toutes les disciplines. Oui, non, mais c'est vrai, au JCRM, j'ai l'impression que tu regardes toutes les disciplines. Mais c'est très bien, hein, c'est cool, hein, franchement, c'est top. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah écoutez, ce sera tout pour moi ce soir. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça a été vraiment un super moment, un très grand plaisir de discuter avec vous. Et puis on se retrouve lundi pour débriefer tous ces matchs complètement incroyables qu'on aura eu pendant ce week-end-là. Et puis Bipovici qui dit même le water polo, probablement. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc non, exagère pas quand même. Mort de rire. Oui, je comprends tout à fait. On se retrouve donc lundi soir à 21h pour débriefer ce week-end de foot incroyable. En attendant, n'hésitez pas à partager, bien sûr, Buonasera Calcio si vous avez envie de le partager avec les gens qui vous entourent via, bien sûr, Apple Podcast, Deezer, Spotify, toutes les plateformes de streaming audio, mais aussi la chaîne YouTube de Buonasera Calcio. Et bien sûr, la chaîne Twitch de Buonasera Calcio. Et n'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou sur Facebook, enfin sur X ou sur Facebook, Instagram, si vous voulez qu'on aborde des sujets en particulier. Voilà, merci encore d'être aussi fidèle. Merci beaucoup, merci pour tous vos commentaires. Et puis, n'oubliez pas, ciao ragazzi, ciao ciao.